Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, série de vidéos qui retrace l'histoire du basket à Chicago sous toutes ses formes. Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan et Bob Love. Voici la liste des joueurs dont le numéro a été retiré par les Chicago Bulls. Et si on connaît plutôt bien l'histoire des trois premiers, le parcours de Bob Love est un peu plus secret, mais n'est pas moins passionnant et incroyable, loin de là. Sa discrétion et sa timidité, à la fois naturelle mais aussi imposée, font qu'on évoque moins souvent son nom quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire des Bulls. Et pourtant, dans cet épisode numéro 10 des Windy City Stories, nous allons revenir sur la vie extraordinaire, faite de très haut mais aussi de très bas, de celui dont le numéro 10 trône fièrement au plafond du United Center. Nous sommes au milieu des années 1980, à Seattle. Plusieurs joueurs des Seattle Supersonics s'arrêtent à la cafétéria d'un magasin Nordstrom, en centre-ville, quand ils se rendent compte qu'ils ont déjà vu quelque part la personne de plus de 2 mètres qui nettoie les tables à côté d'eux. Il s'agit de Robert Earl Love, ou plutôt Bob Love. Les joueurs sont interloqués. Mais comment cet ancien triple All-Star NBA, au début des années 70 et machine à scorer des Bulls, a-t-il pu se retrouver dans une telle situation où il est payé 4,45$ de l'heure pour nettoyer des tables et faire la plonge? À ce moment-là, Love vit la période la plus délicate d'une vie profondément marquée par un terrible handicap. Depuis son plus jeune âge, il souffre d'un bégaiement sévère et est dans l'incapacité totale d'aligner trois mots. Un problème qui va en faire quelqu'un de très timide et réservé. Malgré ce gros handicap qui l'a empêché d'être encore plus populaire qu'il ne l'était au cours de sa carrière, manquant plusieurs opportunités de sponsoring et de revenus publicitaires, puis fuyant les interviews d'après-match, la carrière de Love, même si un long fleuve tranquille, force l'admiration. Fasciné par le sport et notamment le foot US, il se dit que devenir un sportif célèbre permettrait de mieux faire accepter son bégaiement, et il devient un quarterback réputé au lycée. Ce n'est qu'à l'université, où il sera le seul parmi ses 13 frères et sœurs à se rendre, qu'il décide de se mettre au basket, uniquement parce qu'il dépassait les 2 mètres. Il se présentera à la draft NBA en 1965 et sera choisi au milieu du quatrième tour par les Cincinnati Royals. À l'époque, les joueurs draftés n'ont aucune garantie de faire partie de l'équipe et bénéficient simplement d'une invitation au training camp, où Love n'est finalement pas retenu, même si lui estime être bien meilleur que l'ailier des Royals, Harold Airston. Il passe alors la saison dans une ligue mineure, la Eastern Basketball League, où il touche 50$ par match disputé et arrondit les fins de mois en travaillant à l'hôpital du coin. Mais il cartonne tellement qu'il retente sa chance avec les Royals l'année suivante et parvient à intégrer leur roster pour la saison 66-67. Il passera 2 années à Cincinnati, où son temps de jeu sera très limité, barré au poste 4 par un Jerry Lucas qui tourne à plus de 20 points et 20 rebonds par match, mais aussi par une opération au dos qui le prive de nombreux matchs. Du coup, quand une draft d'expansion est mise en place en 1968 à l'occasion de la création des Milwaukee Bucks, Love est laissé libre et est sélectionné par la franchise du Wisconsin. Une histoire qui ne durera que 14 petits matchs. La greffe ne prend pas et le general manager des Bucks fait clairement comprendre qu'il ne voulait pas d'un joueur qui bégaye dans son roster, car ça limite les opérations marketing de la franchise qui a un public à conquérir. Love est donc envoyé aux Chicago Bulls en compagnie du meneur Bob Weiss, en échange du meneur Flynn Robinson qui menaçait de quitter les Bulls si son salaire n'était pas revalorisé. Mais même les Bulls ne sont pas emballés par l'acquisition de l'ailier de 26 ans, qui était une condition pour que les Bulls acceptent de les débarrasser de leur meneur trop gourmand sur le plan salarial. De plus, peu après son arrivée, Love subit un accident de voiture qui va l'éloigner des parquets plusieurs semaines. À son retour, il est remplaçant de Bob Boozer, ailier fort All-Star cette saison-là, et ne bénéficie donc que d'un temps de jeu très limité. Il finira la saison avec 35 apparitions sous le maillot des Bulls, pour 9 minutes en moyenne. Mais le coach Dick Motta, pourtant pas réputé pour ses rapports amicaux avec ses joueurs, voit clairement un potentiel bien plus important en lui, au point qu'à l'été 69, Bob Boozer est tradé pour faire de la place à Love, qui ne va pas mettre longtemps à justifier la confiance de son coach. Avec ses feintes incessantes, son adresse mi-distance et son toucher près du cercle, il va enchaîner les cartons, les doubles-doubles, et son duo avec Chet Walker, ailier All-Star tout juste arrivé des Sixers, permet aux Bulls de construire une assise offensive de qualité, les deux joueurs tournant à plus de 20 points par match, en plus de former une défense collective de grande qualité avec l'arrière Jerry Sloan et le pivot Tom Borwinkle. L'arrivée de Norm Van Leer au poste de meneur l'année suivante permet aux Bulls de franchir un cap et enchaîner les saisons à 50 victoires minimum, avec même 57 succès en 71-72
année où Love inscrit un record en carrière de 25,8 points par soir. Seuls Michael Jordan, DeMar DeRozan et Zach LaVine ont réalisé des saisons avec une moyenne de points supérieure chez les Bulls. Love enchaîne 3 apparitions au All-Star Game et se retrouve régulièrement dans le deuxième meilleur 5 défensif de la ligue, ainsi qu'à 2 reprises dans le deuxième meilleur 5 de la ligue tout court. Hélas, à part une finale de conférence qui se termine de manière dramatique en 7 matchs face aux San Francisco Warriors en 1975, les campagnes de playoffs ne vont jamais bien loin, avec plusieurs éliminations rapides contre les Los Angeles Lakers. Il est bon de rappeler qu'à cette époque-là, les Bulls jouaient dans la conférence Ouest. Après cet échec en finale de conférence, les Bulls vont petit à petit rentrer dans une phase de déclin avec des cadres vieillissants. Chet Walker prend sa retraite, Jerry Sloan souffre de graves blessures au genou et manque énormément de matchs, tandis que Bob Love tente de faire bonne figure et inscrit encore 19 points par match, mais avec des pourcentages à la baisse et des victoires beaucoup plus rares. 24 succès seulement, après 48 la saison précédente et 4 saisons consécutives au-dessus des 50 victoires. Les Bulls veulent repartir sur un nouveau cycle avec de jeunes joueurs, et au bout de quelques matchs dans la saison 1976-77, Bob Love est tradé aux New York Nets. Mais il n'y restera que quelques semaines avant d'être coupé puis signé aux Seattle Sonics, où il prend sa retraite à la fin de la saison, à 34 ans et usé par de nombreuses blessures. Au moment de son départ des Bulls, ses 12 623 points en font le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise. Seuls Michael Jordan et Scottie Pippen l'ont dépassé depuis. Malheureusement pour Bob Love, son après-carrière va débuter de manière assez dramatique. Non seulement physiquement, car il peine à se remettre de ses blessures, mais aussi moralement, quand sa femme décide de le quitter du jour au lendemain, ne souhaitant pas vivre avec, je cite, un handicapé qui bégaye et n'a pas de travail. Bob Love est au fond du trou et va passer 7 longues années au chômage avant de trouver un travail dans une cafétéria d'un centre commercial, où se déroule régulièrement la même scène que celle évoquée en début de vidéo, avec de nombreux joueurs des Sonics ou de l'équipe adverse de passage en ville, qui viennent boire un café et constatent par eux-mêmes la déchéance de l'ancien All-Star des Bulls. Mais Bob Love est un homme déterminé, qui ne se laisse pas abattre par toutes ces déconvenues, et le sort va finir par lui sourire. Pour le récompenser de son bon travail et de son attitude, le patron de Bob Love décide de lui payer plusieurs séances de thérapie pour qu'il s'améliore sa diction et réduise son bégaiement. Et là, surprise, au fil des séances, non seulement Love réduit considérablement son bégaiement, mais il finit par s'en débarrasser et enchaîne les phrases sans le moindre problème. C'est un changement total pour Love, qui n'affiche plus sa timidité légendaire et se sent pousser des ailes. En 1993, il retrouve même les Chicago Bulls, avec qui il avait gardé le contact, pour un poste de directeur des relations avec la communauté. Il se rend régulièrement dans des écoles pour expliquer aux élèves son incroyable histoire et l'importance de la persévérance, de ne jamais abandonner et toujours croire en soi. Il intervient également dans de nombreux séminaires et conférences dans de grandes entreprises dans l'Illinois. Moins d'un an après son retour aux Bulls, le 19 janvier 1994, son numéro 10 est le deuxième maillot retiré par la franchise et il rejoint le numéro 4 de son ami Jerry Sloan au plafond du Chicago Stadium. Le 8 décembre 1995, jour de ses 53 ans, Bob Love va même se marier sur le parquet du United Center à la mi-temps d'un match opposant les Bulls et les San Antonio Spurs. Une fête en forme de revanche sur une vie qu'il a su reprendre par le bon bout à force de volonté et détermination afin de réaliser tous ses rêves. En 1999, il publiera même un livre retraçant son exceptionnel parcours intitulé If it's gonna be, it's up to me. Si ça doit arriver, c'est que je l'aurais décidé, en français. À ce jour, Bob Love continue de remplir un rôle d'ambassadeur chez les Bulls, au même titre que Tony Kukoc ou Horace Grant, et il est régulièrement présent au match au United Center, où il est ovationné dès qu'il apparaît sur l'écran géant. À 81 ans aujourd'hui même, le 8 décembre 2023, Bob Love n'en a pas fini de savourer une vie qu'il a su prendre par le bon bout pour devenir un exemple pour beaucoup. Joyeux anniversaire, Bob! Ainsi se termine ce nouvel épisode des Windy City Stories. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous souhaitez en découvrir d'autres, comme la malédiction du numéro 2 aux Bulls, la naissance de la mascotte Benny the Bull, ou encore l'histoire du buzzer beater fantôme, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube French Bulls TV. À très bientôt pour un prochain épisode des Windy City Stories.